Bonjour à tous, il est 8 heures, il est l'heure de démarrer notre webinaire de l'excellence commerciale. Vous êtes plus de 400 aujourd'hui à vous être inscrits pour nous rejoindre ce matin, donc c'est une excellente nouvelle et merci à vous de votre fidélité et d'être présent un jeudi tous les 15 jours avec nous pour ces webinaires de l'excellence commerciale. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir pour notre interview Nicolas Caron. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, tu es cofondateur du cabinet de formation commerciale Halifax Consulting. Absolument. Tu es également auteur de plusieurs livres, dont Lève-toi et vends. Lève-toi et vends, qui est le livre qui m'a donné envie de t'interviewer ce matin. Voilà. Et tu fais également, tu me disais, de plus en plus de conférences un petit peu motivationnelles sur des thèmes dédiés aux commerciaux, aux managers commerciaux et des conférences qui rencontrent un succès grandissant, tu me disais. Donc, Oui, oui, bah, sur Lève-toi et vends, justement. d'accord. Alors, Nicolas, donc, j'ai lu le livre Lève-toi et vends dans les dernières semaines, et il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre, c'est que donc Lève-toi et vends, c'est un petit manuel de vente, mais sans être vraiment un manuel de vente, c'est plus une collection de bonnes pratiques et quelque part de pics un petit peu pour se remettre en question quand on est commercial et remettre en question ses propres pratiques. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans quasiment chaque chapitre, tu reviens à la notion de plaisir en disant, mais finalement, faites-vous plaisir, amusez-vous, vous faites un super job et prenez du plaisir en le faisant, parce que sinon, ça va être infernal, quoi. Et donc, je me suis posé une question. À ton avis, est-ce que c'est plus difficile de rester motivé sur la durée quand on est commercial que quand on fait un autre métier? Euh, non, je pense au contraire. Enfin, tu sais, c'est très, très français de s'apitoyer un peu sur son sort, de regarder mon métier difficile, etc. Bon, enfin, si on compare, alors évidemment, les commerciaux n'échappent pas à la règle, on a toujours l'impression que c'est plus difficile, mais si on compare à d'autres métiers, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de métiers où on a de telles doses d'adrénaline. Euh, je sais pas, euh, les sources de reconnaissance qu'on a lorsqu'on signe un contrat, c'est quand même super pour doper son énergie. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui poussent à se remettre en cause, tels que la vente. On est sur un terrain de jeu tous les jours, en train de faire des compétitions, on perd, on gagne, mais en tout cas, on est obligé de se remettre en cause. C'est une source d'énergie fabuleuse. Enfin, c'est un peu comme monter sur scène. J'imagine qu'un acteur, je ne suis pas acteur, mais enfin, j'imagine qu'un acteur, même s'il a des problèmes personnels, lorsqu'il monte sur scène, il a une énergie naturelle qui vient. Il est obligé d'avoir de l'énergie. C'est un peu ça aussi. On est sans arrêt en déplacement, avoir de nouveaux clients. Enfin, si on compare un peu le gars qui a la défense, qui tous les jours est devant le même voisin de bureau, ça peut être sympa, hein, mais ça peut être aussi du lourd. Au moins, quand on est commercial, on circule, on voit de nouveaux clients. Enfin, je pense qu'il y a plein de sources de joie dans ce métier et qu'il faut ne pas snober, évidemment. Puis la vente aussi, pour moi, c'est du Saint-Ol, ça arrange tout. Tu as quelques difficultés, tu vends, tout va mieux. Ton entreprise va mal, tu vends, ça va bien. Tu te dis que tu ne progresses pas assez vite dans l'entreprise, tu vends, tu vas voir les plafonds de verre. Donc, non, je pense que ce n'est pas plus difficile que dans d'autres métiers. Il y a plein de réjouissances possibles dans ce métier. D'accord. Donc finalement, c'est un métier où on a des sources de joie immenses et on monte très haut dans les émotions. Et peut-être qu'il y a une difficulté à gérer qui est qu'on peut retomber aussi très bas dans des moments où ça va moins bien, où on n'a pas de victoire. Et donc pour un manager, il faut réussir à gérer avec ses équipes ces montagnes russes un petit peu émotionnelles. Oui, mais ça fait partie du job, quoi. C'est la première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, on en gagne, on en perd. Il faut en gagner plus qu'on en perd. Et puis voilà, quoi. Mais si à chaque fois qu'on loupe une affaire, on rentre en dépression, c'est un peu plus difficile. Tu sais, tu connais le grand proverbe japonais, grand proverbe japonais qui dit même les singes tombent des arbres. Et même les singes qui sont experts pour monter aux arbres, quelquefois ils tombent. Quand ils tombent, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent, il n'y a pas de problème. Donc, si un commercial qui est expert en business, à chaque fois qu'il loupe une affaire, tombe en dépression, ça pose un peu un problème. Donc, c'est inhérent au métier de se louper de temps en temps. On n'est pas, c'est la base même. C'est pas pour ça qu'il faut s'en faire plus que ça. Ok. Et à ton avis, c'est quoi les principaux risques qui guettent les commerciaux et qui pourraient abîmer leur motivation? Écoute, moi je pense que le premier risque, c'est de tout attendre de son manager. Bon, je sais que ici on parle souvent de management, de l'importance du manager dans l'accompagnement, sur la motivation. Et moi, perso, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir sur LinkedIn tous ces posts qui mettent en avant la responsabilité du manager sur la motivation. Alors je sais bien que c'est important, mais enfin, récemment, je t'assure, j'ai vu un post, le titre c'était si vous n'êtes pas motivé,
c'est de la responsabilité de votre manager. Enfin, il faut arrêter avec ça, quoi. Il y a un moment donné où le manager ne peut pas tout faire. Enfin, personnellement, sur le plan de la motivation, je pense que le manager, il peut démotiver. Ça, il peut faire. Il peut mettre des bâtons dans la roue. Il peut, mais motiver de façon intrinsèque le commercial, c'est-à-dire c'est pas lui qui est responsable de la passion du commercial pour son métier. C'est pas lui qui est responsable de l'énergie que va mettre le gars pour atteindre ses objectifs, pour se développer lui-même, etc. Il y a un moment donné où il faut savoir aussi reprendre la responsabilité de sa propre motivation. Je crois que ça, c'est important. Et on voit trop souvent, il suffit de regarder ça sur LinkedIn, par exemple, on voit trop souvent des tas d'incantations à la surpuissance du manager, sa motivation individuelle. On a une responsabilité individuelle aussi sur sa motivation. Je pense que ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, peut-être, c'est faire ce métier à moitié, ou le faire, j'allais dire par défaut, en tout cas à moitié. Je pense que quel que soit le métier, c'est pas le métier qui compte, c'est la façon dont on le fait. Tu peux faire n'importe quel métier, mais soit tu le fais moyennement, soit tu le fais à fond, et là, tu as une source de plaisir. Je suis un fan de sport. Un grand monsieur qui s'appelait Arthur H, qui disait plein de choses intéressantes. Il y a une citation qui est ma citation préférée. J'ai bassiné mes filles avec ça pendant toute leur scolarité. Il disait: quoi que tu fasses, fais-le à fond, renonce-y. Et donc j'ai expliqué à mes filles: si vous voulez glander comme personne, soyez championne du monde, mais faites pas à moitié, ça va pas aller. Ouais, si tu es commercial, fais-le à fond, quoi. Essaye de viser l'excellence, là tu vas t'éclater. Si par contre on fait à moitié, là ça devient douloureux, quoi. La médiocrité n'est jamais terrible, quel que soit le métier, en particulier en commercial, parce que comme la difficulté est croissante dans ce métier-là, il faut mieux viser l'excellence. Ok. Alors, tu disais, et c'est très intéressant d'insister sur cette responsabilité de s'automotiver. C'est vrai qu'on a tendance à charger les managers aujourd'hui avec une responsabilité qui est peut-être trop lourde pour eux. Et quand on est commercial, comment est-ce qu'on peut faire pour s'automotiver? C'est quoi les trucs, les tips pour se relancer quand on est dans un coup de mou ou pour rester vraiment au top sur la durée? Quand tu poses à un commercial ou à un collaborateur la question suivante, je l'ai fait à multiples reprises, je dis au gars: essayez de me dire quel est le manager qui va le plus frapper dans votre carrière. Réfléchissez, vous l'avez en tête? Ok, pourquoi lui? Et dans la majorité des cas, les gens vont me dire: ah, parce qu'il m'a fait progresser. Ok, donc peut-être un tips pour se motiver. Si on se dit c'est progresser qui me motive, on peut aussi quelquefois se prendre en charge soi-même pour progresser sans attendre fatalement que le manager me prenne la main et me fasse progresser. C'est super qu'il le fasse, hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire, il faut le faire. Je veux dire, on peut aussi se prendre en charge. Donc la question à se poser, c'est aussi qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement sur les 3 derniers mois pour développer mes compétences. Puisque le progrès, enfin progresser dans son métier, quels que soient les métiers, ça a été établi comme étant une des sources principales de motivation. Il y a un bouquin qui s'appelle, par exemple, The Progress Principle, il y en a 300 pages qui parle que de ça. Son titre est évocateur, il démontre par A plus B qu'une des plus grandes sources de motivation, c'est de progresser. Donc, si je veux entretenir ma propre motivation, c'est peut-être pas mal tous les jours d'essayer de faire mieux. Deuxième type, je pense que, enfin, je pense aussi avoir la culture du résultat. C'est un métier, alors pas le résultat, pas être obsédé par le résultat pendant l'acte de vente, mais avoir la culture du résultat, suivre ses chiffres, regarder où on en est. Je pense que ça fait aussi partie du plaisir qu'on peut tirer de ce métier, quoi. On a la chance d'avoir un métier avec des scores. Donc c'est pas mal de suivre ces scores. Est-ce que mes scores sont meilleurs que l'année dernière ou est-ce qu'ils stagnent? Ça aussi, c'est une façon d'entretenir sa motivation. C'est un peu trivial, mais c'est ça. C'est le même principe que quand on va à la salle de sport, il faut noter ses performances pour valider qu'on progresse et rester motivé. Exactement, exactement. Tu démarres, tu fais tes stats, tu regardes où tu en es physiquement, tu commences à courir quand tu vois que tu fais 10 km en 2 heures, puis qu'après tu les fais en 1 heure, bah, tu as progressé. Bon, bah, là c'est pareil, quand tu vois que tu atteins tes quotas plus rapidement dans l'année, tu as progressé, tu es content, je veux dire, ça participe aussi. Puis après, je pense aussi qu'il faut oser se faire plaisir, faut oser s'amuser un petit peu, oser savourer ses victoires. Tu sais, par exemple, personne n'est parfait, mais je joue beaucoup au golf. Au golf, il y a un truc de dingue, c'est que, tu sais, que ça tient du miracle hein, d'arriver à toucher une balle à 200 km/h. Enfin, bon, bref, c'est un truc de dingue. Et tous les amateurs, en fait, passent plus de temps à râler sur leurs coups loupés que savourer les coups gagnants. Bon, bah, c'est un peu aussi dans le commercial. Tu entends souvent des gens se plaindre d'avoir loupé une affaire, le client n'était pas gentil, c'était difficile, etc. Et puis moins savourer les affaires qui se passent. Je crois qu'il faut oser
Ça m'est chez Halifax, on est commerciaux comme les autres. On a acheté un super outil de management, c'est les trompettes, tu sais, les espèces de klaxons là. Et il y en a partout dans le bureau, quoi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vend un truc, on compte les pointes parce que c'est 10 000 € par chaque pointe. Alors, je veux dire, c'est très trivial, c'est très primaire, mais au moins, voilà, ça fait partie du jeu, on se marre, on rigole, et ça apporte de la joie et de la bonne humeur sur la célébration des victoires. C'est un métier de séduction, un métier de compétition, autant il ne faut pas se pincer le nez en se faisant ce métier, quoi. Faut apprécier les victoires. N'utilisez pas les trompettes, c'est la cloche de bateau, Voilà, mais la cloche de ça, bateau, les ça trompettes, etc. fonctionne aussi très bien. Mais en tout cas, sur toutes ces trois idées, je pense que vraiment la chose la plus importante, à mon avis, c'est de progresser. Je peux te raconter une histoire là-dessus. Récemment, la dernière fois que j'ai acheté une voiture, on est vraiment c'est l'achat classique. Dans la même journée, j'ai fait 4 concessionnaires. Et la dernière personne que j'ai rencontrée, c'était une jeune femme, mais elle m'a fait un effet, je trouvais super, quoi. Vraiment, elle faisait, mais sa démarche, c'était exceptionnel, quoi. Vraiment. Alors évidemment, avant de signer le bon de commande, j'ai quand même, je n'ai pas pu résister. Je dis, mais bon, vous êtes formé, qu'est-ce que vous faites? Et la fille me dit, ah mais non, mais c'est simple, j'ai lu un bouquin, ils disent qu'il faut investir 15% de sa rémunération dans sa formation, donc moi je fais ça pour me progresser. Donc en fait, le bouquin, je l'ai lu. Il n'a pas dit 15%, il a dit 17%. Je ne l'ai pas contredit. Mais au moins, mais la nana, tous les jours, elle essaie de faire un truc pour progresser. Bon, bah, elle avait l'air d'aimer son métier. Alors, en termes de motivation, j'ai l'impression qu'elle avait envie d'aimer son métier. En tout cas, c'était contagieux et c'est vrai que j'ai acheté. Voilà. Donc lire tous les jours, se former tous les jours, Progresser, s'inscrire progresser. à des formations. Ouais. Si tu progresses tous les jours, à la fin de l'année, mais tu casses la baraque, quoi. Et le contraire est vrai. Ok. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du rôle du manager. Ouais. Et dans le livre Lève-toi et avance, ce qui m'a frappé, c'est que tu fais à plusieurs reprises le parallèle entre le manager commercial et le coach sportif. Ça revient assez régulièrement. À Ouais. ton avis, est-ce qu'il y a un lien entre le rôle d'un manager, en tout cas dans la vente, et celui d'un vrai coach de professionnel du sport? Ouais, je crois que le parallèle est assez facile et peut-être on en abuse peut-être un peu de temps en temps, mais c'est assez facile. Dans les deux cas, il s'agit de compétition. Dans les deux cas, il s'agit de faire gagner ses poulains, entre guillemets, dans la compétition. Parce qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que les offres sont de plus en plus comparables. Enfin, toutes les offres ont leur concurrence sur le marché et la différenciation produit n'est pas toujours très forte. La vraie compétition, c'est entre le commercial de la société A et le commercial de la société B, hein. Tout comme entre le joueur de l'équipe 1 et le joueur de l'équipe B. Donc, dans les deux cas, le rôle du coach, le rôle du manager ou du coach, c'est d'aider ces sportifs à gagner les compétitions qu'ils mènent eux-mêmes et pas uniquement parce que c'est loin de se faire uniquement sur les aspects marketing. D'accord. Et donc, finalement, au même titre qu'un sportif de haut niveau qui a des périodes très hautes et des périodes de motivation plus basses, on va retrouver dans le rôle du manager commercial ou du directeur commercial un vrai enjeu à travailler sur la motivation de ses équipes et à la maintenir dans le temps. Et nous, quand on parle à des directions commerciales, on voit que le sujet de motiver les équipes, c'est Ouais, vraiment un enjeu clé, un enjeu fort. Et souvent, les premières réponses qui viennent quand on parle de motivation des équipes, c'est mettre des primes, ouais, mettre de la REM variable, faire des challenges où on va donner des cadeaux. ouais. Et puis finalement, souvent, la réflexion s'arrête là et on patine un petit peu, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même d'autres leviers qui Ouais. permettent de motiver. Alors toi, quel conseil tu donnerais à un DIRCO ou à un manager commercial s'il doit bosser sur la motivation de ses équipes? Bon, c'est un sujet, la motivation finalement des équipes, c'est un sujet à la fois facile et difficile. Facile parce que tout a été écrit là-dessus. Il suffit de se renseigner un peu, de lire, et on va voir plein de choses très sensées. C'est difficile parce qu'on a beau le lire, on a beau écrire des choses, on ne met pas en œuvre parce qu'on est préoccupé par plein de choses. Mais alors, si on fait c'est ça que un petit résumé des trucs à lire, par exemple, sur le plan théorique, il y a des trucs très simples. C'est par exemple, moi, le truc que j'aime bien, c'est par exemple, il suffit de taper sur Internet sondage, engagement, Gallup, hein. Vous tapez ça et vous allez avoir les 12 questions que se posent les salariés, les 12 questions auxquelles les salariés les plus engagés répondent positivement. C'est intéressant. 12 questions. Vous lisez ça, vous allez voir. C'est assez simple, c'est limpide et ça peut être une première piste à suivre, savoir est-ce que je réponds quotidiennement, régulièrement à ces questions. Donc c'est sondage, engagement, Gallup, Ouais, ouais. l'Institut de sondage Ouais, américain. ouais, ouais. Je n'ai pas le temps de développer, mais en fait, c'est le résultat d'une étude qui portait d'abord sur un autre sujet. On cherchait à savoir quelle était
les facteurs d'efficacité des collaborateurs, puis on s'est aperçu que finalement les collaborateurs les plus efficaces étaient les gens qui étaient qui étaient le plus heureux entre guillemets dans l'entreprise. Après, ils se sont posé la question, mais alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus heureux? Bah, au bout de la mécanique, ils se sont aperçus qu'ils répondaient positivement à 12 questions. Donc, lisez ça, vous allez avoir des pistes. Après, si vous voulez aller plus loin, euh, il y a un super bouquin de Daniel Pink qui s'appelle La vérité sur ce qui nous motive. Et le bouquin est super parce qu'il fait l'historique de toutes les théories de la motivation. Il commence par tout ce qui tourne autour du biologique. Autrefois, nos ancêtres, la motivation, c'était de manger. Et puis après, il va sur toutes les théories qui tournent autour du bâton et de la carotte. Et puis, il arrive à la fin avec les travaux de Ryan et Deci qui sont très intéressants sur la théorie de l'autodétermination, qui disent aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui motive le plus les gens? Ils résument ça autour de 3 facteurs qui sont la maîtrise professionnelle. On revient sur la notion de progrès, c'est-à-dire maîtriser les tâches que je dois faire tous les jours. Mieux je maîtrise, mieux je me sens, je suis à l'aise. C'est la notion d'autonomie, qui est recherchée. Maintenant, l'heure du micromanagement, je regarde tous les quarts d'heure où on m'engage, je pense que ça a fait son temps. Au début de ma carrière, tu vois, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc ça fait quelques années que je fais ce métier. Au début de ma carrière, je me souviens avoir animé des stages de management chez des vendeurs de copieurs, autant dire que c'était du micro-management. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc l'autonomie, et puis le sens de ce que je fais, le sens, le lien social, l'appartenance à une équipe, la participation à un projet d'équipe, etc. Voilà. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez lire ce bouquin. Donc c'est La vérité sur ce qui nous motive de Ouais, Daniel Pink. ouais, ça c'est un super Très très bouquin. bon, moi je l'ai lu Voilà, et voilà. effectivement excellent. Et puis, si vraiment la théorie, etc., vous ne voulez pas et que vous cherchez quand même qu'est-ce qui peut motiver les commerciaux, il y a un truc, si on revient au sujet de le parallèle avec le sportif, pour ce qui se motive le plus un sportif, c'est de gagner. C'est de marquer des points, c'est de gagner. Donc, il y a un truc très simple, c'est d'aider ses commerciaux à gagner. Si à chaque fois que je croise mon manager, il me donne des tips, il m'aide à être un peu plus efficace, à voir les choses sous un autre angle, à remporter des affaires, tout va bien. Ok. Voilà. Ok, alors tout à l'heure, donc finalement, si je résume, pour être un directeur commercial ou un manager, bah, s'il veut être meilleur à motiver ses commerciaux, bah, il a intérêt à développer ses compétences en lisant Ouais. notamment des livres sur le sujet ou en se formant. Tout à l'heure aussi, tu parlais d'un élément fort de motivation des commerciaux qui est le développement des compétences Ouais. et de progresser chaque jour, d'apprendre. C'est quoi, à ton avis, les compétences clés qu'un commercial doit développer dans cette année en 2020? Je vais rester modeste hein, parce que il y a beaucoup de choses, mais c'est euh, première chose, d'abord, je pense que j'allais dire culture générale, alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais apprendre, élargir sa vision de son business. Maîtriser de mieux en mieux son propre business, mais aussi celui de ses clients. Aujourd'hui, tout le monde dit que les acheteurs ou rencontrent leurs fournisseurs après avoir fait 60 à 70% des parcours achats. Donc, quand ils reçoivent quelqu'un, c'est pour avoir une hauteur de vue, un rayonnement, quelqu'un qui les inspire, qui leur donne. Donc, ça c'est vraiment aller dans le détail des business models de leurs clients, par exemple, pour savoir comment ils gagnent de l'argent, comment on peut apporter quelque chose. Voilà, avoir ce recul. C'est la première chose. Si je donne un exemple de micro-compétences, là c'est un peu macro, micro-compétences, aujourd'hui, je pense que le rapport au temps a changé. Euh, les gens qu'on rencontre, enfin, tu vois bien, on est sans arrêt avec nos joujoux, les pensées sont courtes, on n'arrête pas de zapper. Je pense que la capacité à capter l'intérêt immédiatement, à donner envie immédiatement à son interlocuteur d'en savoir plus, à rassurer son interlocuteur immédiatement sur le fait qu'il a bien fait de nous recevoir, ça c'est un truc important. Et par exemple, les techniques de découverte d'un autre âge, je ne dis pas qu'il ne faut pas découvrir, mais où on démarre par ça, les, euh, les, euh, les, euh, les présentations un peu stéréotypées d'histoire. Enfin, je crois qu'il faut être très prudent sur le tout début d'entretien pour arriver à rassurer l'autre sur le fait qu'il n'a pas perdu son temps, parce que le gars qu'on rencontre, il est harcelé toute la journée par une tonne de choses, il n'arrête pas de zapper, et donc son obsession, c'est est-ce que j'ai bien fait le. C'est ce que je traite dans le bouquin un peu quand je parle du reptile, on va avoir le temps d'en traiter là, mais c'est vendre au reptile d'abord, le rassurer, et puis après développer. Je ne sais plus ce que je t'ai dit là. D'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais dire sur troisième chose troisième compétence, peut-être aussi, alors, le grand Bernard Ménez, tu sais, qui est un grand philosophe, qui est une chose très juste, il dit, euh, euh, ce qui est bien dans travailler en équipe, c'est qu'on peut toujours, quand on se trompe, on peut toujours accuser quelqu'un d'autre. Eh bien, aujourd'hui, les gens ont tous peur de se planter. Et donc, on voit, il y a une tendance forte aujourd'hui, je pense, c'est
critères de décision sont de plus en plus partagés par des comités, par des groupes de décision de plus en plus larges. Je crois que la moyenne, c'est 11 personnes à convaincre pour réussir. Là, je parle pour ceux qui font des grandes affaires. Donc, une des compétences clés aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de savoir naviguer dans un groupe de décision. Comment l'identifier, comment l'influencer, comment le convaincre. Parce que dès lors qu'on dépasse des budgets à 6 chiffres, ça devient très complexe de naviguer dans ça. Voilà. Puis dernière chose, enfin ce que j'aurais envie de dire, c'est aussi, hier j'écoutais un webinaire et puis le gars citait les chiffres consacrés à, au budget pour accompagner les commerciaux. Tu vois, tout ce qui tourne autour des sales enablement, des solutions de sales enablement, du coaching, des formations, des CRM, etc. C'est juste énorme. Aujourd'hui, il y a un investissement colossal qui est fait auprès des forces commerciales. Et dans le même temps, alors là, je ne vais pas être peut-être pas très positif, mais je suis obligé d'en témoigner. En même temps, chez Halifax, on passe beaucoup de temps auprès des managers. Et on s'aperçoit qu'il y a un truc dingue, c'est qu'on doit passer du temps auprès des managers pour les aider à convaincre leurs collaborateurs de profiter de ça. C'est la conduite du changement. Tu mets une solution de sales enablement qui va aider les commerciaux, il faut faire la conduite du changement pour convaincre les mecs que ça va être utile pour eux. Tu leur mets à disposition une formation dédiée, il faut leur dire, ça serait bien que tu y ailles. Moi, manager, je vais prendre mon temps pour accompagner sur le terrain, pour aider mon collaborateur à le faire progresser. Et là, ce que me dit le manager, c'est comment est-ce que je lui annonce ça, comment. Je veux dire, il y a un moment donné où il faudrait aussi que les commerciaux comprennent que tout ce qui est mis en œuvre, c'est aussi pour l'intérêt. Et donc, c'est ce que les Américains parlent de notion de coachable. Est-ce que le gars est coachable ou pas? Est-ce qu'il est prêt à accepter tout ce qu'on donne pour lui? C'est quelquefois assez curieux qu'on soit obligé de faire la danse du ventre pour convaincre des commerciaux, notamment les plus jeunes, de bénéficier de tous les moyens qu'on met à leur disposition. Donc, profitez-en. Une des compétences et une des capacités ou des attentes qu'on va avoir, c'est profiter des moyens qui sont mis à votre disposition. Ouais, c'est un bon message, ça. Ouais. Profiter des outils, profiter des formations, soyez demandeurs. Ah oui, parce que c'est tellement complexe. Donc, quand quelqu'un vient et m'apporte des solutions, m'apporte des idées neuves pour être plus efficace, profitons-en. Profitons-en. Et puis même si une formation, on se dit, peut-être que je connais déjà certaines des choses qui vont m'être présentées. En réalité, c'est toujours une formidable manière de prendre du recul, de se remettre en question, de parler avec des nouvelles personnes. C'est toujours du bien. Je pense que plus on creuse, plus la mer est profonde. Les experts dans le métier, il y a des études qui ont été faites, c'est 18 ans. Le meilleur chirurgien, le meilleur architecte, c'est 18 ans d'expertise à bosser tous les jours. Donc, je t'assure que quand quelquefois je vois on a des commerciaux, on fait faire des autodiag, les gars, ils mettent des notes, ils se jugent sur leurs compétences, ils mettent des évaluations, je n'oserais pas les mettre moi-même. Ça fait 25 ans que je bosse là-dessus tous les jours, quelquefois, je n'oserais même pas mettre la note qu'ils se mettent. Et à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que voilà, si on veut être un expert dans ce métier, il y a un petit peu de boulot. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Nicolas. Pour terminer, si tu as un dernier conseil que tu voudrais donner à des commerciaux ou à des managers commerciaux pour continuer à s'amuser tous les jours ou pour un manager pour continuer à entretenir cette flamme tous les jours dans les équipes, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça pourrait être un conseil commun aux managers et aux commerciaux. J'ai cité encore un grand philosophe du siècle dernier, c'est André Agassi. André Agassi qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Open, je le conseille aussi, sur l'arrière-plan du circuit américain. Et dans tous ces chapitres, il répète un truc sans arrêt. Il dit, concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Eh ben, je pense que c'est un bon message pour les commerciaux et les managers commerciaux. Parce qu'on fait un métier où il y a un grand paradoxe, c'est qu'on est payé pour un truc qu'on ne maîtrise pas. On est payé pour générer du résultat alors qu'on ne maîtrise pas. Tu peux être le champion du monde de la vente, maîtriser toutes les techniques que tu veux, faire tout bien, parfait. Si j'ai décidé de te dire non, je te dirai non. Tu ne maîtrises pas le résultat. On fait un métier où l'excellence ne garantit pas le résultat. Donc, le conseil, c'est concentre-toi sur le chemin, sur tout ce qui te conduit à l'excellence, et oublie un peu le résultat. Et plus tu l'oublies et plus tu te concentres sur le reste, tu vois, plus le résultat va. Il y avait un coach sportif qui disait, juste avant un grand, on l'avait interviewé après la réussite dans un grand événement sportif, et il disait, mais tu sais, quand tu cherches, tu cherches encore, et que le pire qui puisse t'arriver, c'est de perdre, tu es tout près de la victoire. Ben, commercial, c'est pareil. Si tu cherches, que tu as tout fait ce qu'il fallait pour te mettre dans les meilleures conditions pour gagner, ben, tu es tout près de la victoire. Puis si tu perds, ben, c'est pas grave, parce que tu gagnes un autre. On en gagne, on en perd, il faut en gagner plus qu'on en perd. Nicolas, un immense merci Ben, pour ce partage, pour ces réponses. C'est vraiment
le ton de Nicolas qui est un peu challengeant et qui nous remet en question, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre Lève-toi et vends. C'est ce qui fait du bien dans ce livre, c'est des fois de se prendre une petite claque et de dire c'est vrai que finalement, est-ce que là, je ne ferais pas bien de me remettre en question sur ce sujet-là, d'aller me documenter, de faire évoluer mes pratiques. Et maintenant, je l'utilise comme ça, le livre, en fait. C'est-à-dire qu'avant de moi de faire un rendez-vous commercial, je me dis, tiens, je me souviens d'avoir lu un truc dans le bouquin, je vais le relire. Très Et bien. je me dis, comment est-ce que je pourrais, dans ce rendez-vous, essayer d'appliquer. Et en fait, à chaque fois, ça permet d'itérer un petit peu, de faire quelque chose de différemment. C'est assez efficace. Donc, je vous le recommande. Lève-toi et vends. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Sur Amazon. Uniquement sur Amazon. uniquement sur Amazon. Bah Oui, voilà, vous uniquement avez... sur Amazon. Voilà, un grand merci Merci Nicolas. beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés ce matin. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez un petit module. Alors, il y a des messages de remerciements. Beaucoup, merci. Bah, écoutez, avec grand plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous. Je vais vous afficher la slide à l'écran pour que vous voyez là le lien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain webinaire qui sera cette fois-ci avec Sylvain Tillon, où on parlera de social selling et pourquoi le social selling n'est plus tellement adapté de nos jours et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour adapter votre approche sur les médias sociaux. Je vous invite à vous rendre sur la page qui est affichée à l'écran, incentive.com/fr/webinaire, où vous allez retrouver nos 5 prochaines webconférences. Voilà, ceux qui sont un peu habitués de ces rendez-vous, vous savez qu'on planifie à chaque fois la suivante. Ben maintenant, on a planifié un petit peu plus en amont, donc vous allez pouvoir vous inscrire aux 5 prochaines webconférences. Donc n'hésitez pas à aller visiter la page. Vous allez retrouver des sujets sur le social selling, l'onboarding, le recrutement, le management visuel, etc. Voilà, donc je vous invite à visiter cette page pour vous inscrire à l'une des prochaines sessions. Un immense merci à vous pour votre fidélité et pour votre attention ce matin. Et puis voilà, on finit à l'heure. Donc je vous souhaite maintenant une très belle journée qui démarre pour vous. À bientôt et merci encore Nicolas. Merci beaucoup. Bon business à tous. Merci. Il n'y a pas de questions?